Et salut YouTube, ici c'est Hélène de Tarot et Potin. J'espère que tu vas bien, installe-toi confortablement parce qu'aujourd'hui on s'attaque à un gros dossier parce que le Yiking c'est assez dense, donc cette vidéo risque d'être assez longue peut-être et riche en connaissances. À tout de suite. J'avais absolument envie de te tourner une voire plusieurs vidéos si le sujet t'intéresse, sur l'apprentissage et l'utilisation du Yiking. Alors le Yiking, qu'est-ce que c'est? On va le voir un petit peu dans la suite de l'aventure, mais j'avais envie déjà de te dire pourquoi j'ai envie de te partager cet outil. Alors déjà, il est très ancien. Je pense qu'il pourrait faire partie des prémices de la divination tellement il date. Et on trouve aussi également très peu de ressources en français, je trouve, sur le sujet. Alors oui, il existe des livres traduits, etc. Mais quand on n'a pas forcément beaucoup de temps à accorder à l'étude d'un nouveau système, moi personnellement j'ai tendance à me tourner vers des vidéos YouTube. Et c'est vrai que sur le Yiking, il y a très très peu de ressources, donc je pense que c'est un outil qui est pas très à la mode. Et je me suis dit, bah pourquoi pas le mettre au goût du jour en partageant un petit peu ce que j'ai appris et ce que j'ai retenu de ce système très intéressant. Même si voilà, j'ai pas la prétention de lancer une trend, je suis pas spécialiste du Yiking, mais ici le but ça va être de simplifier l'apprentissage d'un système qui est quand même assez complexe, j'ai envie de dire. Pourquoi? Bah parce il va nous obliger en fait à sortir de ce qu'on connaît déjà, parce que le Yiking va faire appel au Tao, donc à l'astrologie chinoise, aux éléments du Tao qui sont différents de, par exemple, l'astrologie occidentale telle que nous la connaissons. Donc, accroche-toi. N'hésite pas à te munir d'un petit carnet de notes si tu as envie de prendre, de retenir en fait et d'écrire sur le sujet, peut-être pour y revenir un petit peu plus tard, parce que c'est sûr que tu vas pas tout retenir comme ça en 1 heure de vidéo. Donc je vais essayer de faire simple, et puis ça fera peut-être l'objet d'autres vidéos derrière si vraiment le sujet t'intéresse. Donc déjà, comment j'en suis venue à vouloir découvrir cet outil? Je participais en fait aux ateliers Boussole saisonnière que Cécile Faltasi proposait il y a quelques années. Et en fait, dans ces ateliers, elle faisait appel, elle utilisait en fait les énergies et les saisons du Tao. Et ça m'intéressait pardon déjà pas mal à l'époque parce que j'étais quand même assez en phase avec par exemple les saisons du Tao qui ont des dates différentes des saisons telles que nous on peut les connaître. Et c'est vrai que je me sentais vachement alignée quand même avec ce système-là. Et puis après est venu également le Spirit Keeper Tarot, donc c'est un tarot de Benevolwen qui utilise le tarot et le Yiking. Et puis forcément tu te doutes bien que même si je suis pas spécialiste du Yiking, euh, je vais essayer de rapprocher ces deux systèmes, puisque pour ma part c'est toujours le tarot qui prime sur le reste. Donc quand je découvre un nouvel outil, c'est souvent pour le combiner en fait à mes tirages de tarot, même si on est d'accord qu'on est bien sur deux systèmes différents. Que te dire d'autre? Toute cette vidéo est notamment basée sur ce gros bouquin, ce gros bébé de 900 pages. Là encore une fois en anglais, c'est ce que je te disais. Donc cette vidéo va te permettre d'accéder à une partie, puisque je vais pas te résumer 900 pages de contenu dans une vidéo YouTube, et puis c'est pas le but, sinon c'est un petit peu partager gratuitement une œuvre qui a été durement travaillée. Et puis Benevolwen, elle en parle mieux que personne, j'ai envie de dire, puisqu'elle pratique
le Yiking depuis des années. J'ai envie de te dire que c'est même ancré dans ses origines, elle a des origines asiatiques. Et elle utilise ce système depuis des années. Donc c'est sûr que ma transmission, on va dire, ne sera jamais égale à ce qu'elle peut écrire dans ce livre-là. Mais ça va essentiellement être basé sur le livre de Benable Wen. Et puis sur un deuxième livre de Benable Wen, le Book of Map, qui est en fait un livre d'apprentissage sur le Spirit Keepers Tarot. Voilà, comme ça, les ressources sont faites. Après, bien évidemment, il y a un petit peu de mon ressenti aussi dans tout ça, mais j'ai d'abord souhaité te partager la vision d'un auteur, j'ai envie de te dire, pour éviter de m'éparpiller dans plein de connaissances différentes. Et puis voilà, si le sujet t'intéresse, peut-être que je poursuivrai cette vidéo par d'autres vidéos puisque je vais pas pouvoir tout expliquer en une seule fois. Donc, au programme, qu'est-ce qu'on a? Je vais d'abord faire une introduction à ce système, d'où il vient, de quelle époque, etc., etc. Après, je vais t'expliquer un petit peu le corps du système, comment est-ce qu'il est construit en fait. On en arrivera ensuite au trigramme de Bagua. Alors désolée si je prononce mal certains mots, mais voilà. Le lire ne m'apprend pas à le prononcer, donc peut-être que parfois j'écorcherai un petit peu la langue, désolée. Ensuite, on va essayer de rapprocher le Yiking et le tarot, mais c'est vraiment un partage de la vision de Benable Wen, comment est-ce qu'elle a, elle, raccroché ce système Yiking au tarot, puisque le mien, je te le partagerai dans d'autres vidéos si jamais vraiment le sujet t'intéresse. Et puis après, on parlera un petit peu des méthodes de divination, comment est-ce que le Yiking peut être utilisé. Et puis après, on terminera par une petite conclusion et je pense que ce sera déjà bien pour aujourd'hui. Commençons par le commencement avec les débuts du Yiking. Donc le Yiking, ce qu'il faut retenir déjà, c'est que c'est un langage binaire qui est issu du Book of Changes. Donc en français, ça a été traduit par le livre des changements, mais tu pourras aussi le retrouver sous le nom le livre des transformations, le livre des mutations. On parle bien ici de la même chose. Donc les premières traces du Yiking remontent à plus de 3000 ans. Bien qu'il ait évolué au cours des siècles et des millénaires, les premières traces qu'on a de lui, c'est il y a plus de 3000 ans. T'imagines, c'est l'un des plus anciens, voire le plus ancien système divinatoire qui est encore utilisé aujourd'hui, même si, comme on l'a vu, il est beaucoup moins populaire que le tarot, par exemple. Mais à l'image du tarot, c'est à la fois un outil de divination et un outil de réflexion personnelle qui est fondé sur un système précis, une structure. Moi, c'est ce que j'aime, à la différence des oracles classiques. Le petit Lenormand, le tarot, le Yiking, ils ont des systèmes sur lesquels on va pouvoir s'appuyer, quand soit notre intuition nous fait défaut, ou soit notre intuition, notre humanité, j'ai envie de dire, nous fait un peu dire ce qu'on a envie de dire. Eh bien non, le système permet de nous raccrocher à des choses factuelles, puisque ils ont quand même une signification de base, ces hexagrammes, comme on le verra dans le Yiking, ou ces cartes, ces arcanes, comme on peut le voir dans le tarot. Ensuite, je te parle un petit peu de l'étymologie du mot, de façon brève, pour pas t'embrouiller, parce que moi, c'est vrai que quand j'ai commencé à étudier le système du Yiking, je le voyais sur le mot, sous l'appellation du mot Yiking, comme je l'ai écrit ici au tout début, mais aussi Yiking avec un K, ou alors Yijing. Alors, j'étais un petit peu perdue. On parle bien de la même chose, c'est juste que le Yiking de la manière première où je l'ai écrit, c'est l'ancienne transcription, mais on le découvre aussi sous l'appellation du Yijing, qui est une transcription plus moderne et qui signifie le Yi, changer, transformer, la transformation, et le Jing qui signifie livre ou texte fondateur. Donc c'est pour ça que en français, ça a été traduit par le livre des changements.
Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? À l'origine, le Yiking, il était utilisé comme un système divinatoire, hein. C'était vraiment la pure divination. On l'interrogeait notamment pour prédire en fait des événements majeurs comme les guerres, les alliances entre familles ou entre pays par exemple, entre peuples, pour les mariages aussi, le culte aux ancêtres ou les décisions politiques. Donc la tradition raconte que l'étude du Yiking ne sert pas seulement à entrevoir l'avenir, mais aussi à mieux se connaître, à s'interroger. Donc t'imagines, hein, il y a 2-3 000 ans, on était déjà sur du développement personnel et de l'introspection, hein. Comme quoi tout revient à la mode finalement. À développer une certaine sagesse à travers la compréhension profonde du monde et du changement, puisque le livre des changements parle bien d'un monde en changement constant, mais également d'accéder à une certaine forme d'immortalité symbolique, puisqu'on le verra un petit peu plus tard dans la vidéo, les trigrammes qui sont présents dans le Yiking sont représentés par des hommes, avec un grand H, devenus immortels. Ensuite, le Yiking, il arrive lui en Europe lorsque certains érudits euh, entrevoient des valeurs assez proches de la Bible, ainsi que des correspondances avec la Kabbale hermétique et la magie cérémonielle occidentale. Donc, tout est plus ou moins lié. C'est pour ça qu'il est arrivé chez nous, en Europe, parce que bah voilà, il a intéressé certains érudits. Maintenant, venons-en à son système. Donc le Yiking, il a un système, comme je te le disais, bien établi. Déjà, c'est un langage binaire qui, on va le découvrir, est fondé sur deux forces complémentaires qu'on connaît toutes et tous, à savoir le yin et le yang. Donc jusque-là, normalement, tu me suis. Donc la force yang dans le Yiking, elle va être représentée par une ligne pleine, telle que tu la vois ici. Tandis que la force yin, elle, va être représentée par ce qu'on appelle une ligne brisée. Voilà, c'est une ligne qui est coupée en plein milieu. Ok? La combinaison de trois lignes, donc de trois forces, elle va former ce qu'on appelle un trigramme. Donc on voit bien ici, par exemple, dans l'exemple que je mets, on a trois forces yang qui vont former le trigramme Tian. Tian, ok? Qui signifie ciel. On le verra après. L'assemblage de deux trigrammes donne naissance à ce qu'on appelle un hexagramme. Donc, dans l'exemple que je donne ici, on a deux fois le trigramme Tian qui forme l'hexagramme, on le verra, numéro 1. Ok? Donc, on a deux fois Tian, Tian. Ok? Donc, deux fois le trigramme ciel. Donc, normalement, jusque-là, tu me suis. Donc, c'est cet hexagramme, donc la combinaison de 2 fois 3 forces, qui constitue l'unité de base du livre des changements et qui porte à la fois une signification divinatoire et symbolique. Donc, notre système du Yiking, il est composé d'hexagrammes. Ok, c'est les hexagrammes qu'on va utiliser pour la divination. Donc, je récapitule. On a dans le Yiking un langage binaire yin et yang. La combinaison de trois forces, soit yin, soit yang, soit les deux, va former ce qu'on appelle un trigramme, trois forces, et deux trigrammes vont former un hexagramme. Au niveau du système, et pour le mémoriser facilement,
on pourrait le comparer à un langage écrit de la manière suivante. Donc une ligne, une force, yin ou yang, pourrait être représentée par une lettre dans notre alphabet. Un trigramme pourrait correspondre à un mot et un hexagramme pourrait correspondre à une phrase. Donc ça, c'est important de comprendre comment est construit le système pour ensuite aller étudier les hexagrammes. Ok? Quand on apprend un langage, on n'apprend pas une phrase sans d'abord apprendre l'alphabet ou les mots. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que c'est important avant de se lancer, parce que je pense que l'erreur de beaucoup de personnes, c'est de se lancer dans l'étude des hexagrammes sans forcément comprendre comment sont construits, comment est construit le langage en fait. Donc d'un point de vue mathématique, le Yiking se compose de maximum 8 trigrammes, puisque la combinaison des lignes yin, yang, etc. donne 8 trigrammes possibles au total, et donc 64 hexagrammes, puisque 8 fois 8, 64. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que les hexagrammes se lisent du bas vers le haut. Ok, on commence toujours par la ligne du bas pour ensuite aller à la deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, cinquième ligne, sixième ligne. Ok? Mais tu verras que dans les hexagrammes, on ne les lit pas forcément avec les lignes, on les lit plus sous forme de trigrammes. Comme on l'avait vu tout à l'heure, on avait le trigramme ciel et ciel. Ok? Après, on le verra, ça donne, dans le livre des changements, ça donne des mots-clés pour chaque hexagramme. Donc j'espère que je te perds pas parce que c'est un peu complexe, hein, comme je te le disais. Mais une fois que tu auras déjà intégré ces notions-là, ça va quand même être assez facile pour la suite. Donc maintenant, je vais te parler des trigrammes de Bagua. Alors, on a vu précédemment que le système comprenait 8 trigrammes. Donc je te propose, avant d'aller étudier des hexagrammes, d'aller comprendre ces trigrammes, de quoi ils sont composés, comment ils s'appellent, etc. Alors, donc le premier trigramme que l'on a dans le système, c'est le trigramme Kian. Donc, je crois qu'il se prononce comme ça, je pense que c'est le seul que j'arrive plus ou moins à prononcer. Donc Kian, c'est le ciel. Donc, ce qui est important de retenir ici, c'est que je te partage des éléments que Benebelwen, sur lesquels Benebelwen a travaillé et a apporté des concordances au niveau du système. Mais par exemple, les immortels, je pense que ça c'est elle qui les a attribués aux différents trigrammes. Mais je pense pas que ce soit forcément précisé tout ça dans le livre des changements, puisque dans le livre des changements, on a vraiment l'explication des, des hexagrammes et pas forcément des trigrammes dans le détail comme ça. Donc, pour apprendre, appréhender, on va dire, le trigramme Kian, on est sur le virtuose. Donc le trigramme Kian, il est composé de 3 forces yang, ok, puisqu'on voit qu'on a des traits, des forces pleines. Donc pour accéder au virtuose, on va parler d'innovation, d'ingéniosité, d'inspiration divine aussi. Dans l'astrologie chinoise, on pourrait rattacher ce trigramme au chien ou au signe du cochon, ok? Au niveau des traits de caractère, on est sur quelqu'un d'intègre, de déterminé, qui a une clarté d'esprit et qui inspire le pouvoir. On est sur vraiment l'archétype du leader, du seigneur aussi, de l'aristocrate, d'une célébrité, par exemple. Au niveau de l'élément, astrologie chinoise, hein, on est sur un système, on n'est pas sur un système occidental. L'élément c'est le métal et au niveau astrologique on est sur la planète Vénus.
Donc moi, ce que j'aime bien, tu le sais, j'adore la pop culture. J'ai essayé de trouver des personnages de pop culture qui collent plus ou moins aux 8 trigrammes que l'on a dans le système. Et donc moi, j'y voyais bien le personnage de Tywin Lannister dans Game of Thrones, tout simplement parce qu'il représente bien, je trouve, l'archétype du seigneur, de l'aristocrate, du leader. Il inspire le pouvoir, tu vois. Il y a une certaine forme de clarté d'esprit et de détermination dans la façon stratégique de mener les combats, etc. Donc je trouvais que ça lui allait bien. Et au niveau de l'immortel, je te raconte un petit peu l'histoire de Han Xiangzi. Han, enfant, il grimpait, il était en train de grimper dans un pêcher, l'arbre le pêcher, et il s'est endormi. Sauf que quand il est tombé, il a été sauvé par une branche qui le rendit immortel. Donc lui, c'est comme ça qu'il a atteint ou accédé à l'immortalité. Donc de base, il était issu d'une famille aristocratique, mais lui, il décida de mener une vie de roturier. Donc il était très doué pour la musique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est représenté souvent par une flûte. Il est également du coup le patron des artistes et son instrument lui a permis d'invoquer des talents ou de faire survenir des événements venus du ciel. Ok. Donc comme je le disais, son signe distinctif c'est la flûte. Donc tout ça, c'est des analogies pardon, que je te partage, mais c'est vrai qu'il y a quand même encore beaucoup plus de choses dans le livre, et je vais pas non plus tout partager. Il y a par exemple, chaque trigramme est associé à un point cardinal, des choses comme ça. C'est vraiment passionnant. Ensuite, le deuxième trigramme, c'est Dewey. Dewey, c'est le lac. Donc c'est l'archétype, on l'appelle le guerrier, ok. Donc lui, il est composé de deux forces yang et une force yin. Donc il représente le succès commercial, je vais y arriver, le droit, la négociation, tout ce qui va être environnement fertile. Il est représenté par le coq en astrologie chinoise et ses traits de caractère, ça va être la joie, le charisme, il est très expressif, bon orateur, il peut être écrivain aussi, un bon écrivain. Il ne supporte pas la critique, mais à contrario, il aime les gossips. Donc on est sur l'archétype du jeune enfant, de l'écrivain, du chercheur, d'une personne qui travaille en droit. Au niveau de l'astrologie et l'élément asiatique, on va parler du métal et de Vénus, encore une fois. Et je trouvais que c'est Kevin McAllister qui représentait bien le trigramme du lac, même si voilà le succès commercial, etc. C'est vrai qu'on ne pourrait pas penser à un enfant, mais comme dans l'archétype, on est sur le jeune enfant, etc. Je trouvais que Kevin McAllister, pour un enfant, il a quand même un certain charisme, il est hyper expressif, il est bon orateur quand tu vois, il doit faire face aux deux guignols là. Donc je trouvais que ça lui allait bien. Kevin McAllister. Au niveau de l'immortel, on est sur Zhang Li Chuan. Donc il était lui nécromancien capable de ressusciter les morts. Donc c'était un ancien militaire et il est devenu immortel en étudiant l'alchimie. On parle beaucoup aussi d'alchimie hein, dans le Yiking. Donc il possède le pouvoir de conjurer les famines et les pandémies. Son signe distinctif c'est l'éventail, puisque c'était un outil magique. Il s'en est notamment servi comme barrage, comme pour faire un barrage. Il lui permet aussi de transformer les pierres en or, par exemple, ce qui fait de lui le patron de la prospérité, de l'argent, de la transformation aussi des objets que l'on possède déjà en objets un petit peu plus qualitatifs, ou alors transformer un objet en quelque chose de bénéfique. Donc voilà pour ce deuxième trigramme. Le troisième trigramme, c'est Li, alias le feu. Donc là, on est sur le philosophe.
Donc le trigramme du feu, il est représenté par une ligne, une force yang, ensuite yin et de nouveau yang. Donc il parle de rayonnement, d'attirance, d'inspiration, d'animation. On est sur du raisonnement logique ici. On peut aussi parler de promotion, notamment dans le domaine professionnel, etc. Donc il est représenté par le cheval en astrologie chinoise. Et ses traits de caractère, c'est l'ambition, l'intelligence, une personne active qui apprend très vite. On est sur l'archétype de l'intellectuel, de l'étudiant, du soldat, du leader, du manager, du commercial. Ok. En astrologie chinoise, on est sur le feu et sur Mars. Et je trouvais que Pierre Ninet y représentait super bien le trigramme du feu. Vous voyez, tu vois, si on prend vraiment déjà là, si on compare l'élément feu dans l'astrologie chinoise et l'élément feu dans l'astrologie occidentale tel qu'on connaît cet élément, on est sur des choses assez différentes hein, quand même. On n'a pas les mêmes analogies entre le feu asiatique et le feu occidental. J'espère que j'emploie les bons termes puisque c'est vrai que c'est pas évident. Au niveau de l'immortel, on est sur Lu Dongbin, qui lui est considéré comme le chef des 8 immortels qui sont représentés dans les trigrammes. Donc lui, c'est le boss, ok. Il était ce qu'on appelle un Jinshi. Donc être un Jinshi, c'était un titre, le titre le plus prestigieux en fait qu'on donnait aux érudits. Donc lui, il a atteint l'immortalité en récitant ce qu'on appelle des sutras. Des sutras, on va dire que c'est un petit peu comme des prières dans le bouddhisme, sous un saule. Donc on peut faire appel à lui pour éclairer par exemple le chemin des personnes qui sont égarées. Bien que le feu soit représenté ici par Mars et l'épée, Lou, on va l'appeler Lou, il est pacifiste en fait. Il autorise l'utilisation de l'épée en fait pour couper notre propre colère. Et moi, il m'a vachement fait penser à la déesse Athéna dans son aspect. Il représente la guerre, mais il représente avant tout l'art de mener la guerre dans son aspect rationnel et intellectuel plutôt que la guerre en elle-même du fait de se battre, tu vois. Donc comme il protégeait une maison close, il est également devenu en fait le protecteur des travailleuses du sexe, cet immortel. Et donc son signe distinctif, comme je le disais, c'est l'épée. Venons-en maintenant au trigramme du tonnerre que l'on appelle Zen. Donc Zen, lui, il est composé d'une force yang et de 2 forces yin. Et donc lui, c'est celui qu'on appelle le sorcier. Donc lui, il permet d'éveiller, d'inciter, de stimuler, de protéger la maison, de galvaniser, de déclencher une réaction, tu vois. Il est représenté par le lapin en astrologie chinoise et ses traits de caractère, c'est la fierté, la beauté, le brillant, la colère aussi, le talent et l'anxiété. Donc l'archétype du tonnerre, c'est d'être âgé entre 30 et 40 ans. On est plutôt sur un artiste, un entrepreneur ou un cadre supérieur. Donc en astrologie chinoise, il est représenté par l'élément bois et la planète Jupiter. Et donc dans la pop culture, bien que je ne cautionne pas ce personnage et que voilà, hein, avec toute la polémique qu'il y a eu autour de lui, je trouvais que P. Diddy c'est vraiment celui qui représente bien le trigramme du tonnerre. Bien que ce soit un personnage au plus haut détestable. Et puis au niveau de l'immortel, on est sur Cao Guojiu. Donc lui en fait il est le frère d'une impératrice de la dynastie Song. Et en fait son frère cadet il a abusé de ce statut un petit peu de privilégié puisqu'il a utilisé la corruption, les violences, l'injustice
Et en fait, Kao Gyoju, lui tente de l'arrêter, mais il échoue. Et donc, quand le crime devient public et que la honte éclate sur la famille, Kao, il est confronté à devoir faire un choix, celui de protéger son nom ou en faisant taire peut-être le scandale, ou de protéger sa conscience, et donc il va choisir la conscience et dénoncer son frère. Donc il abandonne ses titres et il se retire du monde, hein. Il part vivre en ermite, pardon, une vie de voie taoïste. Et donc c'est cette rectitude, on va dire silencieuse, qui va attirer l'attention de Lu Dongbin et Zhongli Quan, deux autres immortels, et qui vont lui donner le titre d'immortel à son tour. Donc il devient lui immortel par éclat, hein, pas par retenue, mais et donc il sert à quoi cet immortel? Il combat les démons, il invoque le tonnerre, le vent, la pluie. Il permet aussi de chasser les fantômes. Il est beaucoup utilisé dans les exorcismes également. Et donc son signe distinctif, comme on le voit sur la photo, c'est ce qu'on appelle les clappers. J'ai pas vraiment réussi à le traduire. En fait, il est traduit par les claquettes, mais je sais pas trop, on dirait des sortes de baguettes, mais plates, qui peut-être font du bruit. Donc c'est cet outil-là qui est magique pour lui. Ensuite, notre quatrième, si je me trompe pas, trigramme, c'est Xun, donc le vent. Lui, c'est le chaman, donc il est représenté par une force yin, puis deux fois yang. Donc le trigramme du vent, c'est l'influence un petit peu discrète, c'est l'aimabilité, l'humanité, un trigramme qui est cultivé, flexible, capable d'atteindre et de diffuser. Il est capable d'atteindre les gens aussi. Donc en astrologie chinoise, il est représenté par le dragon et le serpent. Ses traits de caractère, c'est la grâce, la grandeur, l'élégance, le fait d'être méticuleux, mais c'est aussi le fait d'être agité. Donc on est sur l'archétype de l'enseignant, de l'éducateur. On pourrait le représenter par un journaliste ou un innovateur. Donc au niveau des éléments et de l'astrologie, on parle de l'élément bois et de la planète Jupiter également, comme dans le trigramme précédent. Au niveau du personnage de pop culture, je vais associer Hermione Granger, qui, euh, qui est bien représentée, je trouve, dans ce trigramme du vent, parce que elle peut être discrète, Hermione. Elle est très cultivée, bien évidemment. Alors flexible, elle le devient hein, au fil de la série de films et de livres. Mais c'est vrai qu'elle est gracieuse, élégante, mais aussi agitée, parce que voilà, dans son cerveau, ça bouge sans cesse. Elle est très bonne enseignante aussi. On était d'ailleurs étonné hein, à la fin du livre qu'elle s'oriente vers une carrière politique plutôt que dans l'éducation. Mais voilà, je trouve qu'elle représente bien ce trigramme. Et donc au niveau de l'immortel, ça y est, on est enfin sur notre première immortelle féminine qu'on appelle Hexian Gu, je sais pas trop comment ça se prononce. Donc elle devient immortelle, elle devient une fée à la suite d'une vision qui lui dit d'ingérer de la poudre mica. Et donc c'est cette poudre mica qui l'a fait devenir fée et immortelle par la même occasion. Et donc dans son immortalité, elle fait vœu de chasteté et elle utilise son pouvoir pour guérir les gens. Et donc elle est représentée par la fleur de lotus. Ensuite, le trigramme suivant, c'est Kan, donc l'eau, qui est représenté par une force yin, yang et de nouveau yin. Donc là, on est sur le guérisseur. Donc, on va parler ici de réussite professionnelle, de force fluide, d'abondance, de danger, mais aussi
d'abîme. On n'est pas sur une eau hyper douce, ok. Donc dans l'astrologie chinoise, elle est représentée par le signe du rat. Et les traits de caractère, on va être sur l'émotivité, l'intensité, l'obstination, la mélancolie, le pensif, le rusé, avec un petit goût quand même pour l'ésotérisme. Et donc on est sur l'archétype du trentenaire. Au niveau de la profession, on pourrait parler de professionnel de santé, de diplomate, quelqu'un qui est cosmopolite. Au niveau des éléments et de l'astrologie, on parle de l'eau qui est représentée par Mercure. Et au niveau de la pop culture, on est sur Britney Spears. Voilà, je trouvais que Britney, elle a quand même un petit goût pour l'ésotérisme, je trouve. Elle a une petite pratique quand même spirituelle et ésotérique. Et puis après, on y est, hein. Alors professionnel de santé, non, bien évidemment, puisqu'en plus de toute manière, je représente les trigrammes soit par des personnages de pop culture réels ou fictifs. Mais voilà, elle est animée aussi, je trouve, d'une certaine mélancolie. C'est quelqu'un qui est très émotif. Enfin, moi qui suis fan de Britney, je trouve que ça lui correspond bien. Au niveau de l'immortel, on est sur Li, alors je sais pas si ça se dit Li ou Lai, Li Tie Guai. Donc lui, il a renoncé en fait au matérialisme et il est devenu mendiant. En fait, il est souvent représenté avec une béquille ou un bâton, comme on peut le voir ici sur la représentation, qui peut se transformer en dragon. Et donc lui, en fait, lors d'une méditation, son esprit astral a quitté son corps. Et en fait, pendant un certain moment, ce qui fait que tout le monde le croyait mort. Et donc en fait, comme on le croyait mort, son corps a été incinéré. Et en fait, quand il s'est réveillé, bah, son corps était en cendres. Il pouvait plus réintégrer son corps. Donc son esprit s'est réfugié en fait dans le corps, pardon, d'un mendiant. Ce qui fait qu'il est souvent représenté tel quel. Donc de base, il était herboriste, d'où cet aspect, tu vois, de soignant, de professionnel de santé, etc. et de goût pour l'ésotérisme. Donc il est connu pour aider les pauvres et les malades en soulageant leurs souffrances. Et le signe distinctif de cet immortel, c'est la gourde. Ensuite, on arrive sur notre avant-dernier trigramme qui est appelé Jen. C'est la montagne, donc la montagne qui est représentée par deux forces yin puis une force yang. Et donc là, on est sur l'alchimiste. Le trigramme de la montagne, lui, va représenter la pause, s'arrêter, la sérénité, la tranquillité, la quiétude, la stagnation. Ça fait un peu penser au pendu, hein, d'ailleurs, mais bon, on verra dans quoi on le raccroche par la suite. Au niveau de l'astrologie chinoise, on est sur le buffle ou le tigre, et ses traits de caractère, c'est le fait d'être habile, intelligent, têtu, introverti et réfractaire au changement. L'archétype, c'est plutôt l'historien, l'architecte, le constructeur, la personne assurée et indépendante. Au niveau de l'astrologie asiatique, on est sur l'eau et la représentation de Saturne. Et au niveau de la pop culture, bah moi je lui ai associé Batman. Parce que Batman, il a quand même cette tranquillité d'esprit, cette sérénité, cette introversion quand même. Et il apparaît toujours un peu bougon comme ça. Alors je me souviens plus, Bruce Wayne, quel est son métier. Je crois qu'il est assez riche, donc je me demande s'il n'est pas dans les affaires. Je sais plus trop, mais en tout cas Batman, je trouvais qu'il était bien représenté par le trigramme de la montagne. Au niveau de l'immortel, on est sur Zhang Guolao. Donc lui, il était un paysan. Et il est devenu immortel en buvant la substance d'un chaudron. Et donc il s'est avéré que le chaudron, le contenu du chaudron qu'il a bu était un élixir alchimique d'immortalité.
Et donc lui, en fait, il est devenu ermite afin de maîtriser l'alchimie intérieure et extérieure. Et donc ensuite, il a beaucoup été utilisé, cet immortel, dans les rituels pour avoir des enfants de sexe masculin, en bonne santé aussi, ou alors la fabrication de vin. Donc il est le patron des occultistes puisqu'il représente l'alchimie, donc le patron des occultistes et des alchimistes, des nécromanciens et des guérisseurs. Et donc le signe distinctif de cet immortel, c'est un tambour. Alors je saurais plus te dire pourquoi, mais en fait il utilisait un tambour pour faire appel à sa magie alchimiste, etc. Et donc notre dernier trigramme, c'est Kun, la terre. Donc on est sur l'enchanteur, et donc Kun est représenté uniquement par des forces yin. Donc Kun, le trigramme de la terre, représente la force, la réceptivité, tout ce qui est nourricier. Et donc dans l'astrologie chinoise, on est sur les signes de la chèvre et du singe. Au niveau des traits de caractère, on est sur la patience, le calme, la loyauté, la fidélité, sur une personne attentionnée et réceptive. On est sur l'archétype de la reine, de la mère, l'agriculteur et l'artisan. Et donc, les éléments et l'astrologie associée sont la Terre et Saturne. Et donc dans la pop culture, moi j'y ai associé Pepper Potts dans Iron Man. Je sais pas, quand j'ai lu le descriptif de Kun, c'est ce personnage qui m'est venu tout de suite en tête. Voilà, Pepper Potts, elle est très patiente, loyale à son patron, fidèle. Elle va d'ailleurs tomber amoureuse de lui, hein. Elle est très réceptive également, donc je trouvais que Kun lui allait très bien. Et donc au niveau de l'immortel, on est sur Lan Kai-he, qui Yel, on va l'appeler Yel, est androgyne en fait. On ne sait pas trop si c'est un homme ou une femme. Donc déjà à l'époque, la binarité, j'ai envie de dire, je sais pas si ça se dit comme ça, mais le fait d'être non-binaire était déjà représenté, comme quoi ils avaient déjà une longueur d'avance, hein. Donc c'est un immortel en fait, considéré comme la divinité protectrice des jardiniers et des forestiers. Donc Yel est original, mène une vie à part, désintéressée. En fait, c'est un mix, je trouve, du fou et de l'impératrice, le trigramme de la Terre, si je devais déjà le comparer au tarot. Et donc, il mène une vie à part, désintéressée, capable de sérénité face à l'inconfort et très résistant à la douleur physique. Donc, il a la joie de vivre, ne travaille pas et profite simplement de la vie. Voilà, c'est pour ça ça me fait vachement penser au fou et à l'impératrice. Donc Yel erre dans les rues en chantant des poèmes taoïstes, souvent ivre et souvent moqué également, un peu à l'instar du fou, surtout dans le tarot de Marseille. Donc Lan Kai porte des vêtements souvent dépareillés, là aussi, ça fait penser au fou, mais ça peut aussi faire penser à l'impératrice, tu vois, dans la créativité, dans le style qu'on pourrait se créer. Puisque bien évidemment, bien souvent, j'ai envie de dire que la mode fait souvent rire avant de devenir une mode. Tu vois ce que je veux dire? Donc souvent, ils se baladent comme ça avec un seul soulier au pied, parfois aucun. Et ces chansons parlent de l'impermanence, du détachement et de la liberté intérieure. Et donc le signe distinctif, c'est la fleur. Donc, oh là là, ma lumière s'est éteinte. J'espère que tu vas encore me voir facilement. Bien que ce soit pas la nature principale du contenu, hein. Et donc voilà, dans cet aspect très indépendant, très original et détaché du matériel, mais à la fois très proche de la nature, ça me fait penser, comme je te le disais, au fou et à l'impératrice. Donc on en a terminé avec cette partie sur les 8 trigrammes. J'espère que tu me suis toujours. C'est alors que l'on en vient à
faire le lien entre le Yi-King et le tarot, qui n'est pas chose facile, hein, il faut le dire. Donc déjà, je vais juste faire un petit reminder pour les personnes qui connaissent pas du tout le tarot et qui tomberaient cette vidéo parce qu'elles souhaitent apprendre le Yi-King au cas où. Donc le tarot, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de 78 cartes que l'on appelle des arcanes. Arcanes, c'est masculin, hein, qui sont toujours structurés de la manière suivante. Donc on a 22 arcanes majeures et 56 arcanes mineures. Donc les arcanes majeures, c'est une série de cartes nommées. Hein, on a le fou, le magicien, la grande prêtresse, etc. Et numérotées de 0, enfin pour le fou qui n'a pas de numéro, à 21 pour le monde. Et ces arcanes majeures vont représenter ce qu'on appelle les grandes étapes de la vie. Et ensuite, on a les arcanes mineures qui sont divisées en 4 suites et structurées de manière identique. C'est-à-dire qu'on va avoir la suite des bâtons, la suite des coupes, la suite des deniers, la suite des épées, qui seront toujours structurées de l'as au 10, suivi du valet, du cavalier, de la reine et du roi. Chaque suite va représenter ce qu'on appelle un domaine de vie. Donc par exemple pour les bâtons, on sera sur tout ce qui est énergie, tout ce qui est action, motivation, créativité. Moi j'aime bien aussi y associer les projets, notamment les projets professionnels. Ensuite, on a les coupes qui vont représenter les émotions, la famille, les relations, la vie intérieure. Ensuite, on a les épées qui vont représenter l'intellect, la communication, les décisions, les challenges, tout ce qui va être mental en fait. Et ensuite, on a les deniers qui là vont représenter le concret, le matériel. J'aime bien y associer le corps aussi, l'énergie corporelle, mais aussi tout ce qui est ressources, donc argent, temps, compétences, etc., etc. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Je crois que c'était tout pour la suite, pour les suites. Et ensuite, donc comme je le disais, chaque suite débute avec l'As et se termine avec le 10. Et oui, c'est ça, les arcanes mineurs vont davantage représenter tout ce qui est vie quotidienne. Hein, c'est facilement rattachable, on va dire, à des événements concrets qu'on peut rencontrer dans la vie, contrairement aux arcanes majeures, où on est plus sur des états intérieurs, des grands mouvements que l'on peut vivre. Ok? Donc ensuite, comme je le disais, on a 4 personnages de cour, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Donc par exemple, dans la suite des bâtons, on aura le valet de bâton, le cavalier de bâton, la reine de bâton, le roi de bâton, et ainsi pour chaque suite. Donc il existe plusieurs systèmes de tarot, mais les plus connus c'est le tarot de Marseille et le tarot Rider-Waite-Smith. Tarot Rider-Waite-Smith, pardon, qui est largement en tête dans l'utilisation de nos jours. Et donc, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que j'ai découvert, en faisant des recherches et en étudiant le Yi-King, qu'il y a des noms du tarot qui sont revenus comme ça dans l'étude du Yi-King, parce qu'il y a notamment Aleister Crowley, qui est un occultiste et un membre de la Golden Dawn, qui a aussi étudié et utilisé le Yi-King à un moment donné. Donc maintenant, comment est-ce qu'on peut lier deux systèmes qui peuvent paraître quand même complètement différents? Donc déjà, ce qu'on peut noter, c'est que dans le tarot, on a 4 éléments fixes. C'est-à-dire qu'on a le feu, l'eau, l'air et la terre. Dans le Yi-King, déjà, on a ce qu'on appelle 5 agents du changement, donc ce qu'on appelle les 5 éléments du Tao. Donc on a le bois, le feu, l'eau, la terre et le métal. Donc ce qui est déjà intéressant de voir ici, c'est qu'on a des éléments communs, mais on a aussi des éléments différents et on a notamment un élément supplémentaire dans le Tao, contrairement à ce qu'on a nous dans ce qu'on va dire l'astrologie occidentale. Et donc, ce qui est déjà important d'associer, ça va être justement comment lier les 5 éléments du Tao aux 4 éléments de l'astrologie occidentale
qu'on retrouve respectivement dans le Yi-King et dans le tarot. Et donc, Benebell Wen, elle fait les associations suivantes que je trouve assez pertinentes. Donc, pour l'élément du feu que nous, on connaît, on pourra y associer le feu et le tonnerre du Yi-King. Donc là, en fait, les éléments, c'est vraiment c'est vraiment les éléments qu'on va retrouver dans les trigrammes, hein. Elle les a associés de cette manière-là. Ensuite, pour l'eau, on va avoir l'eau et on va avoir quelque chose d'un petit peu plus surprenant, et c'est pour ça que j'ai mis ces deux éléments en couleur. C'est qu'on aurait tendance, nous, de par nos analogies, à rattacher le vent à l'air et le lac à l'eau, alors que c'est l'inverse qui se produit. Puisque le vent, hein, alors tu pourras retourner sur les significations des trigrammes que je t'ai donné, et tu verras que le vent est beaucoup plus similaire à l'eau que nous on connaît que à l'élément air, en fait, finalement. Ensuite, dans l'élément air, donc du coup on va avoir le lac et le ciel, ok, et pour l'élément terre, on aura la montagne et la terre. Donc c'est pour ça que je te disais que certaines associations peuvent sembler assez dissonantes comme ça de prime abord, mais c'est parce que nous, on aurait tendance à, à associer en fait aux éléments que nous, on connaît, alors que le tonnerre est bien rattaché à l'élément du feu dans le Tao. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? En fait, il faut quand même accepter, et c'est pour ça que c'est un exercice qui est assez complexe d'apprendre le Yi-King, que les liens entre les deux systèmes passent parfois davantage par l'astrologie chinoise, par les polarités yin et yang et par l'alchimie également, que par la seule signification des cartes du tarot. Hein, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué parfois. Donc après, il y a un moyen mémotechnique pour retenir les éléments en Tao, et ça a notamment fait l'objet d'un atelier proposé par Iéna sur sur Sailor Moon, sur les Sailor Senshi. C'est-à-dire qu'on a vu dans son atelier que Mercure, en astrologie chinoise, est davantage rattaché à l'eau que à l'élément air que nous on peut connaître. C'est pour ça que Sailor Mercure, elle a beau être mercurienne, elle est rattachée à l'eau, et c'est pour ça qu'elle est bleue, tu vois. Donc si c'est plus simple pour toi de retenir de cette manière-là, bah, tu peux retenir que Sailor Mercure, c'est l'eau, le bleu. Jupiter, normalement, c'est le bois, le vert. Mars, ça change pas de nous, c'est le feu et c'est rouge. Vénus, normalement, c'est le métal. Alors, je crois qu'elle est plus ou moins rattachée à la Terre dans Sailor Moon, mais normalement, Vénus, c'est le métal. Et donc, c'est pour ça que Sailor Vénus, elle est jaune, parce que, par exemple, l'or, c'est jaune. Donc, on peut retenir comme ça. Vénus, c'est le métal, donc c'est jaune comme l'or, qui est un métal. Et ensuite, Saturne, dans l'astrologie chinoise, est rattaché à la Terre. Ok ? Donc ici, on a un récapitulatif des arcanes mineurs avec la liste de nos trigrammes ici. Donc dans le feu, comme je le disais, on va avoir le trigramme feu et le trigramme tonnerre. Dans l'eau, on aura le trigramme eau et le trigramme vent. Dans l'air, on aura le trigramme ciel et lac. Et dans la terre, on aura le trigramme terre et montagne. Ce qui nous donne déjà une division en fonction des 4 suites du tarot telles qu'on les connaît. Et donc Benebell Wen, ce qu'elle a fait, c'est que par exemple pour la suite des bâtons, on y retrouve du trigramme feu sur les arcanes impairs, donc l'As, le 3, le 5, le 7, blablabla, et sur les cavaliers et les rois. Pour le trigramme tonnerre, on aura du coup les arcanes pairs, 2, 4, 6, 8, 10, et les valets et reines. Et donc elle va faire ça pour chacune des suites, ok. Le trigramme eau, arcane impair et cavalier roi. Trigramme vent, arcane pair, valet reine. Pour les épées,
on aura les trigrammes ciel avec les arcanes impairs, cavalier, roi, le trigramme lac avec les arcanes pairs, les valets et les reines, et la suite des deniers, on aura le trigramme terre avec les arcanes impairs et les cavaliers et les rois, et le trigramme montagne avec les arcanes pairs et les valets et les reines. Donc ça, c'est un moyen vraiment logique, on va dire, de rattacher des trigrammes comme ça à des arcanes du tarot. Et donc d'ailleurs, si je te prends son tarot, hop, pour te montrer, puisque c'est ce qu'elle a fait en fait dans le Spirit Keepers Tarot, c'est que par exemple, alors je vais peut-être pas prendre un arcane majeur parce que là je suis en train de parler des mineurs. Voilà. On a l'as de coupe ici. Donc déjà elle a plus ou moins renommé ses cartes. Donc là tu vois par exemple on a Holy Grail en nom de carte et en bas il est bien écrit Ace of Calice. Donc elle a renommé les coupes, enfin les cups par calice. Et donc on est sur la suite des coupes. Donc si tu regardes bien, la suite des coupes c'est soit représenté par le trigramme de l'eau, soit sur le trigramme du vent. Ok, c'est ce qu'on a dans notre tableau de correspondance ici. Et donc en bas à gauche, désolée, je suis à l'envers, en bas à gauche, en fait, elle inscrit le trigramme de la carte. Comme ça, tu as un trigramme du Yiking associé à chaque arcane du tarot. Et donc ici, on voit bien que c'est le trigramme de l'eau puisque on est sur un arcane impair. Ok? Je sais pas si voilà, je vais peut-être voilà. Tu vois, on a le symbole du trigramme de l'eau sur l'as de coupe. Et donc on a ça sur chaque arcane. Voilà, si je te prends ici, hop, le 7 de denier. Le 7 est un arcane impair, donc on va l'associer à un trigramme terre, et donc c'est ce qu'elle fait ici. Elle a associé le 7, Seven of Orbs, donc c'est le 7 de denier, au trigramme de la terre. Donc ça, c'est vraiment une logique qu'elle a trouvée, que je trouve assez cohérente, mis à part que parfois elle associe, ça c'est la seule partie dont j'ai eu un petit peu de mal à comprendre et à retenir, c'est que parfois elle met par exemple le trigramme du tonnerre, elle y associe les valets et les reines. Ça me va parce qu'on a plus de yin dedans. Tu vois, on a une force yang et deux forces yin pour le tonnerre. Mais parfois, elle fait l'inverse. Notamment dans les suites plus passives, donc les suites de coupe et de denier, elle fait l'inverse, c'est-à-dire que elle associe le trigramme vent au valet et reine, alors qu'il est plus yang que yin. Donc ça, j'ai un petit peu de mal à comprendre. Donc elle l'explique par le fait que ça permet d'avoir des personnages de cour qui sont équilibrés. Hein, on n'a pas que plus de yin chez les valets et chez les reines, et inversement chez les cavaliers et les rois. Mais désolé, pour moi, les valets et les reines sont quand même plus yin. Donc c'est peut-être le seul désaccord que j'ai avec elle sur ces sujets-là. Mais voilà, après tout, c'est son classement et elle fait bien ce qu'elle veut, mais on a le droit chacun d'avoir nos avis sur le sujet. Donc ensuite, si je passe aux arcanes majeurs, donc là, on est un peu plus, c'est un petit peu plus complexe, ok. Donc je vais juste te donner sa répartition. Donc en fait, elle utilise à la fois des éléments, en fait, elle se base quand même sur les éléments de l'astrologie chinoise au niveau des planètes, mais parfois, je trouve que c'est un peu les signes astro
de l'astrologie occidentale. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu complexe. Donc pour le feu, par exemple, elle y met l'arcane de l'empereur et du soleil. Totalement d'accord, pour moi l'empereur c'est Mars, le soleil c'est le soleil mais qui est très feu, et pour le tonnerre on est sur la tour et le jugement. Ensuite en fait j'ai continué de mettre suite des coupes, mais on est d'accord que c'est des éléments, puisque les arcanes majeures ne sont pas des suites, mais j'ai fait ça pour retenir par rapport aux éléments. Donc pour le trigramme de l'eau, elle y a mis le pendu et la grande prêtresse. Je suis quand même assez d'accord aussi. Pour le vent, elle y a mis la mort et la roue de fortune. La roue de fortune, elle explique ça par le fait qu'en astro chinoise, la roue de fortune est représentée par Jupiter. Non, c'est pas en astro chinoise, c'est selon la Golden Dawn. C'est Jupiter, la roue de fortune, et que Jupiter est rattaché au trigramme du vent. Après, voilà, je t'ai pas donné non plus tous les symboles, mais elle explique beaucoup plus de choses dans son livre. Ensuite, pour les épées, donc le ciel est rattaché au fou et à l'impératrice. Ok. Donc tu vois, déjà moi ce que je te disais tout à l'heure, c'est que le trigramme de la Terre, pour moi, me faisait beaucoup penser au fou et à l'impératrice. Et elle, tu vois, elle le met dans le ciel. Donc parfois, j'ai mes petits désaccords quand même, je m'y retrouve pas toujours, mais c'est ainsi. Donc pour le trigramme du lac, on a les amoureux et l'étoile. Ici, on est vraiment sur de l'élément Verseau, Gémeaux, tu vois ici. Ils vont bien ensemble, je trouve. Enfin, je les trouve bien classés ensemble avec le lac. Pour le trigramme de la Terre, on a le monde et le diable. Effectivement, le monde, c'est Saturne et le diable, c'est Capricorne. Donc, on est sur de la Terre. Et pour la montagne, on a l'ermite et le pape. Donc là, on a du taureau avec de la Vierge. Moi, j'associe chaque arcane majeur soit une planète astro, soit un signe astro. Donc, ok. Et en fait, elle explique aussi que la dissonance que l'on pourrait reconnaître en l'impératrice, c'est parce que l'impératrice est vénusienne et donc Vénus est rattachée au trigramme du ciel. Donc après, voilà, je peux avoir mes désaccords, mais c'est vrai qu'elle explique vraiment toute sa logique, tous ses choix. C'est pas fait au hasard, c'est vraiment en lien avec ce que elle connaît du Yiking et de l'astrologie chinoise et de la Golden Dawn. C'est juste que nous, occidentaux, entre guillemets, on peut avoir c'est difficile en fait de déconstruire ce qu'on a acquis depuis des années à travers l'astrologie occidentale, etc. Donc ensuite ici je te partage toutes les correspondances dont je t'ai parlé dans la slide juste avant, à savoir que c'est un tableau que tu peux télécharger sur le site de Benevolent puisqu'elle met vraiment plein de ressources gratuites et sur le tarot, aussi bien que sur le Yiking et puis sur l'astrologie, etc. Et donc il y a pas mal de choses qui sont là-dedans, qu'elle met à disposition sur son site, et je trouve ça très pratique parce que si tu souhaites juste découvrir en surface le Yiking, c'est possible de manière gratuite, et en même temps, si moi j'ai acheté ce livre et que je veux m'imprimer ce tableau de correspondance, bien c'est possible puisqu'elle le met directement sur son site. Donc tu vois, comme je te le disais, si on part du principe que la grande prêtresse n'importe quoi, que l'impératrice est vénusienne, donc c'est ce qu'elle met, là j'ai été chercher sa carte de l'impératrice, donc tu vois en haut, elle met le symbole de Vénus en astrologie, ce qui donne le trigramme, je fais vraiment à l'envers, j'ai du mal, le trigramme du ciel. Le ciel, on avait vu que c'était un personnage qui inspirait le pouvoir, qui a une clarté d'esprit, un esprit assez logique, stratégique, etc. C'était limite une aristocrate, une personne aristocrate. Moi, j'avais d'ailleurs rattaché le trigramme du ciel à Tywin Lannister. On est loin
de l'impératrice, enceinte, empreinte de douceur, etc. que nous, on peut connaître, hein. Donc, il serait intéressant d'aller voir ce qu'elle en dit dans le livre sur le Spirit Keeper Tarot et quel lien elle en fait comme ça avec le trigramme du ciel dans le Yiking. Donc tu vois, ça c'est vraiment ce tarot, une mine d'informations. Je sais pas si j'aurai le courage de l'étudier dans son entièreté tellement il est complexe, hein. Mais ça permet vraiment d'apporter une dimension supérieure, additionnelle, on va dire, pas supérieure, mais additionnelle à ce que nous, on peut faire au quotidien. Et donc, en fait, après, ce qui est intéressant, puisque là, on n'oublie pas, on reste sur des trigrammes et le Yiking, les significations divinatoires du Yiking, on est sur des hexagrammes. Donc, on est sur 2 trigrammes. J'espère que je t'ai pas perdu. Donc, ce qui est intéressant quand on utilise son Spirit Keeper Tarot, c'est là par exemple, j'ai tiré l'impératrice et le 7 de denier. Ça me donne 2 trigrammes. Donc la première carte, ça sera le trigramme du dessous. Et la deuxième carte, ça sera le trigramme du dessus. Donc là, ce qu'il est intéressant de voir, c'est que j'ai le trigramme ciel combiné au trigramme terre. Et ben, quel hexagramme ça me donne parmi les 64 hexagrammes du Yiking. Donc tu vois, faut quand même avoir des connaissances assez poussées en Yiking pour vraiment utiliser cette signification en plus du tarot, puisque ça suppose que tu connais les hexagrammes, les 64 hexagrammes par cœur, ou alors ça veut dire qu'il faut que tu ailles voir dans le bouquin, si tu as le bouquin sous la main, à quel hexagramme correspond cette combinaison. Ok? Donc si tu regardes bien ce tableau, on voit bien que tous les arcanes majeurs ne sont pas représentés, puisque ici j'ai 2, 4, 6, 8, j'ai 16 arcanes majeurs rattachés à des trigrammes, ce qui signifie que j'en ai 8 qui sont laissés à l'abandon. Qu'est-ce qu'on fait de ces 8 arcanes majeurs? Eh bien en fait, il existe une supposition. Donc si par exemple, je ne sais pas si toi tu connais le classement des arcanes majeurs selon le triple septenaire. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? En fait, la classification du triple septenaire, ça signifie que tu prends l'ensemble de tes arcanes majeurs, excepté le fou, le fou, lui, se balade d'arcane majeur en arcane majeur, en 3. Donc, si tu divises 21 par 3, ça nous fait 7. Le premier septenaire, ça va être le monde matériel. Donc il commence avec le magicien et il se termine avec le chariot. Ensuite, on passe au deuxième septenaire, donc de la justice ou de la force selon ton système à la tempérance. Donc là, on est sur le monde psychologique qui va représenter l'adolescence. Et ensuite, on est sur le troisième septenaire de l'arcane du diable à l'arcane du monde. Et là, on est sur ce qu'on appelle l'âge adulte. Donc moi, déjà, le classement du triple septenaire, tout de suite, ça m'a fait penser, j'ai fait un lien avec le classement des arcanes majeures chez les occultistes, à travers le Occulte Tarot de Robert M. Place, qui est basé sur les travaux du comte de Mélé. Si tu sais pas de quoi je parle et si tu comprends rien, je te renvoie vers la vidéo que j'avais filmée sur... alors, est-ce que je l'ai là? Oui, je l'ai là. Hop. L'avantage d'avoir sa carto juste au-dessus. Je t'avais présenté la façon dont sont construites les arcanes majeures du First Occult Tarot, donc qui est un tarot basé sur le travail des occultistes, sur l'occultisme, et qui divise les arcanes majeures, pareil, en 3, selon les âges. On a l'âge d'or,
qui correspond au monde spirituel, au troisième septenaire, l'âge d'argent, je sais plus, argent, et ensuite on a bronze, etc. L'âge de bronze et l'âge de fer, je crois, je sais plus dans quel ordre c'est exactement. Je crois que c'est or, bronze et argent et fer en même temps. Et bien, j'ai pas pu m'empêcher de faire ce lien-là en fait déjà. Je sais pas si c'est exactement la même chose ou pas, mais en tout cas, ça m'a interpellée. Et donc, ce qu'on constate, c'est que on retrouve nos 8 arcanes majeurs ici qui sont pas rattachés à des trigrammes. Je les ai mis en évidence, en couleur, comme ça nous permet de voir que déjà, ces arcanes qui sont pas attribuées forment, elles sont directement rattachées les unes aux autres, tu vois. Il y a quand même un certain schéma ici qui se dessine. Et donc, Benny One, ce qu'elle expose, ce qu'elle suppose, j'ai envie de dire, c'est que les arcanes qui sont non attribués à un trigramme seraient ce qu'elle appelle des spirit helpers. Donc, c'est l'objet de notre slide suivante. Donc moi, je l'ai traduit, par les 8 esprits alliés. Parce que help, c'est l'aide. Donc pour moi, c'est des esprits alliés. Donc les arcanes non attribués, ce qu'elle dit, c'est qu'elle correspondrait en fait à un 9e trigramme qui aurait disparu. Ceux qui étudient le Yiking disent qu'en fait il n'y aurait pas 8 trigrammes mais 9, et que ce 9e trigramme, il serait représenté par les 4 saisons et les 4 points cardinaux, le nord, l'est, l'ouest, etc. Donc c'est pour cette raison, je te montre son tarot, c'est pour cette raison qu'elle identifie les 8 arcanes majeures non rattachés. Au lieu d'avoir un trigramme, on a, je vais y arriver, on a ce symbole ici, qui représente du coup l'esprit allié. Et donc c'est pour ça qu'on a 2 bâtons et 4 points. En fait, ça représenterait, les bâtons représenteraient les saisons, ou les 4 points cardinaux, je sais plus, et les 4 ronds, les saisons ou les points, ou inversement, tu vois. Mais en fait, on a 4 points cardinaux et on a 2 bâtons entrecroisés comme ça, et donc ça serait le symbole des 4 points cardinaux et des 4 saisons. Donc je pense que les bâtons entrecroisés comme ça doit être les 4 points cardinaux, puisque ça fait penser à une boussole. Et donc, ces esprits alliés, ils seraient d'autant plus puissants, j'ai envie de dire, puisqu'on a vu tout à l'heure que en fait, l'intégration du Yiking dans le tarot permettait de combiner comme ça 2 trigrammes quand on a 2 cartes collées. Et donc, que se passe-t-il quand on a un esprit allié qui sort avec un trigramme? Parce que comment est-ce que je lis ça? Eh bien, en fait, elle explique tout simplement que le fait d'avoir un esprit allié ici double le trigramme ici. Et en fait, ça forme un hexagramme. Donc, je vous ai mis la liste ici en dessous des hexagrammes qui sont concernés par le double trigramme. Par exemple, quand on a... c'est un peu comme une sorte de bénédiction, tu vois, comme quelque chose qui est amplifié en fait. C'est des hexagrammes, je pense, plus puissants que les autres. Et donc, par exemple, quand on a l'hexagramme, le double trigramme, je vais y arriver, du ciel, ça nous donne l'hexagramme du ciel. En fait, ils sont vraiment appelés comme les trigrammes, ok? Et donc, par exemple, l'hexagramme 1, c'est celui ciel-ciel, donc qui s'appelle ciel. Ça apporte la protection du Père Céleste. À l'instar de l'hexagramme 2, terre et terre, c'est la protection de la déesse de la terre, ok?
Donc l'hexagramme 58, donc le double lac, c'est la réussite professionnelle et la paix intérieure. L'hexagramme du feu sert à commander le pouvoir d'attraction, d'attirer à soi. Hein. Double hexagramme du tonnerre permet de contrôler les éléments. Le double hexagramme du vent apporte la prospérité et l'abondance. Le double hexagramme du lac apporte les voyages sûrs et un pouvoir de guérison. Le double trigramme, pardon, je vais y arriver, hein, de la montagne apporte l'éveil spirituel et l'éveil de l'alchimie. Et l'hexagramme de la Terre, on l'a vu juste avant. Et donc moi, ce que ça m'a apporté, cet enseignement, c'est tout simplement d'utiliser un petit peu ces hexagrammes comme des talismans. Tu vois, je fais le lien là encore une fois avec Yéna, décidément quelle inspiration Yéna, quand elle parle pardon des cartes talismans dans le tarot. Eh bien, je pense que ces hexagrammes-là, avec le trigramme qui est double, permet vraiment d'agir comme un talisman pour les thématiques qui sont évoquées juste ici. Donc, je trouve ça super intéressant de mettre comme ça ces hexagrammes à part. Comme des talismans, voilà, comme des esprits alliés, comme elle l'appelle. Voilà, moi je pourrais appeler ça des talismans. Ensuite, ce que je trouvais intéressant de partager aussi, c'est les méthodes différentes qu'il y a au niveau de l'utilisation en fait du yiking. Donc il faut savoir qu'il y a très 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 longtemps, le yiking était lu sur des carapaces de tortues. Heureusement pour elle, ce n'est plus le cas. Et il y a eu d'autres manières ensuite de lire le yiking. La plus connue, je pense que c'est celle des pièces. Donc moi, personnellement, j'ai jamais utilisé cette méthode parce que je suis tellement amoureuse des cartes que je préfère utiliser les cartes. Je te montrerai un petit peu après. Mais en fait, le principe des pièces, c'est d'utiliser les côtés pile et face des pièces. Donc il y a un côté pile qui représente le yin, le côté face le yang ou inversement. Le but c'est de lancer 3 pièces. Si par exemple il y a 2 yin et un yang, bah, c'est le yin qui prime. Et donc le premier trait, enfin la première force sera une ligne yin. Et donc tu répètes l'exercice jusqu'à avoir un hexagramme. Ensuite, il y a aussi la méthode des graineries. Personnellement, je sais pas trop comment c'est fait. Je sais que Benebolwen en parle dans son livre, mais j'ai pas lu sur le sujet. Ensuite, il y a la méthode avec des baguettes aussi. J'ai vu des dés avec des trigrammes dessus. Donc le yiking peut être utilisé à travers les dés aussi. Il pourrait même finalement être utilisé avec des dés classiques, j'ai envie de dire, si comme avec les pièces, on fonctionne avec un pair égale yin, pair égale yang, etc. Un peu la méthode dont a classifié les trigrammes Benebolwen. Et puis ensuite, bien sûr, il y a les cartes. Oui, et oui, nous on aime les cartes. Et alors, au-delà du tarot de Benebolwen, qui je pense doit être le seul jeu à avoir des associations de trigrammes à des arcanes majeurs et mineurs. Au-delà de ça, eh bien, il y a ce genre de jeu, le Yiking Oracle, édition Dragon. Mais j'ai aussi, alors est-ce que je l'ai là? Est-ce qu'il est caché? Non, je l'ai rangé. Alors attends, quitte pas, je vais le chercher. Il y a aussi le Yiking Oracle tout court. Alors c'est le même créateur, hein. C'est juste que là on a une édition dragon avec des animaux. Et ici on a plus des paysages. Et donc là on a vraiment des cartes magnifiques. Bon, alors attention, c'est réalisé à l'aide de l'intelligence artificielle, hein. Voilà, on a un dos comme ceci. Voilà. Et on a la carte de chaque hexagramme. Donc on a un jeu de 64 cartes si tu as suivi, avec le nom de l'hexagramme
Et ensuite, ici, tu vois, on a le numéro de l'hexagramme avec la représentation de cet hexagramme. Donc, on a, tu vois, une superposition de 2 trigrammes. Ici, par exemple, on a le ciel et la terre. Oh bah voilà, on a le ciel et la terre, celui que je te présentais tout à l'heure, qui s'appelle Happiness. Et donc, ce qui est pratique, si jamais toi, tu n'as pas envie de t'intéresser au livre des changements, qui est quand même assez conséquent, et bien ici, alors je vais le cacher, mais ici, tu vois, les créateurs ont ajouté un QR code qui te permet d'avoir la signification des hexagrammes. Si t'as pas envie de te prendre la tête comme moi à chercher et à t'intéresser au livre des changements qui est quand même assez dense. Et donc voilà, ça permet vraiment d'utiliser le Yeeking avec des cartes. Et ben moi c'est ce que j'ai fait. Je te renvoie vers ma vidéo des tirages de l'année qui parle un tout petit peu du Yeeking parce que je l'utilise en carte conseil dans mon tirage anniversaire. Et donc après je te montre un petit peu celui sur les dragons qui lui est représenté par des animaux. Donc on a un dos comme ceci. Personnellement je préfère le dos de l'autre. Mais celui-là, il est aussi sympa. Donc, il n'a pas des tranches. Alors, autant lui, il a des tranches dorées comme ceci, mais qui tiennent très bien dans le temps. Lui, il a des tranches argentées. Elles sont pas holographiques, hein, c'est la lumière qui fait ça. Et donc, on a des représentations des animaux. Y compris, on a dedans les signes astro chinois, comme on voit ici, le coq. Donc ce sont des très beaux jeux, enfin moi j'aime beaucoup, je trouve qu'ils sont très bien construits. Les créateurs, je pense, connaissent vraiment le Yeeking. Et le livret numérique est très riche aussi. Moi ça me permet d'avoir un petit peu voilà, le livre des changements qui est intégré au livre de Benevolwen et le livret numérique de ces oracles, donc c'est le même pour les deux, mais qui est très pratique. Et puis après, alors moi j'en ai pas personnellement, mais tu as tout simplement des cartes avec des représentations, des hexagrammes ou des trigrammes. Je crois que d'ailleurs que Nicolas a un oracle qui vient d'être ajouté sur son site, qui est comme ça. Alors je peux peut-être te le partager, même si la qualité sera pas folle. Mais j'ai hésité, après je me dis non, je pense pas que tu vas l'utiliser. Alors, je pense qu'il vient d'être ajouté, hein, si je me trompe pas. Voilà, c'est Pay The Pay of Panda Yeeking. Donc c'est un oracle comme ceci. Hop, tu vois, où on a vraiment des représentations, tu vois, des trigrammes, et donc là, ils font une association qui donne un hexagramme. Mais personnellement, je préfère avoir des cartes illustrées. Tu vois, là, c'est comme si tu avais un tarot de Marseille, quoi. En fait, moi, je préfère avoir des cartes illustrées. Pourquoi? Parce qu'à force d'utiliser ces oracles-là, alors déjà, j'ai le mot sur la carte. J'ai le mot ici de l'hexagramme, hein, déjà. Et parfois, le paysage ou l'animal me permet de retenir plus facilement les hexagrammes parce que, honnêtement, j'ai beau l'étudier, je suis loin de connaître les hexagrammes par cœur pour le moment. Voilà, donc on va conclure. Parce que je pense que là, si t'es déjà arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, chapeau, bravo pour m'avoir suivi jusqu'au bout parce que je trouve même moi à filmer, c'est quand même assez dense. Donc pour conclure, je vais récapituler un petit peu ce qui a été dit dans cette vidéo, enfin ce qui est le plus important de retenir si tu veux apprendre le Yeeking. Donc le Yeeking, on l'a vu, c'est un langage très ancien qui est basé sur l'idée que le monde, il est constamment en train de changer
et que chaque situation va traverser des phases différentes. Donc l'oracle, il va vraiment servir à savoir où on se situe, dans quelle phase on se situe, dans le but d'ajuster notre posture à notre environnement ou à la situation qu'on est en train de vivre. Et donc, ce qui est surtout important de retenir, c'est qu'il fonctionne, le Yi-King, grâce à un langage binaire. Soit le yin et le yang, qu'on peut appeler force, c'est les lignes qui vont être représentées dans les trigrammes et dans les hexagrammes. Donc on a des lignes yin, brisées, ou des lignes yang, pleines, qu'on appelle des forces. La combinaison de trois forces va former un des 8 trigrammes présents dans le Yi-King, donc qui sont le ciel, le lac, le feu, le tonnerre, le vent, l'eau, la montagne et la terre. On a uniquement ces 8 trigrammes. Et en fonction des combinaisons, les deux trigrammes, la superposition de deux trigrammes, va former ce qu'on appelle des hexagrammes. J'ai mis un hexagramme avec un S, tu m'excuseras. Donc, le livre des changements, c'est ce qui va, les 64 hexagrammes, c'est ce qui va alimenter le fameux livre des changements, donc qui est à étudier si tu as le courage d'étudier les 64 hexagrammes. Ah bah voilà, la lumière vient de nouveau de s'éteindre. Signe pour moi de te laisser là pour aujourd'hui. Je te dis peut-être à prochainement sur un sujet similaire. Si jamais tu es intéressé pour étudier les hexagrammes avec moi, pourquoi pas faire une vidéo pour chaque hexagramme. Sacré défi que je suis en train de me lancer là, ça veut dire 64 vidéos. Je te promets pas de tout faire en une année si jamais le sujet t'intéresse, mais pourquoi pas se poser, étudier un hexagramme, aller voir ce qui signifie au sens développement personnel, au sens divinatoire, et pourquoi pas aller un petit peu interroger, sonder cet hexagramme à l'aide du tarot, et surtout comment retenir un système, soit des personnages de pop culture, soit des cartes de tarot. Donc moi c'est mon sujet là, c'est hexagramme numéro 1, c'est tel arcane du tarot, une ou plusieurs parce que c'est pas les mêmes systèmes, et pourquoi pas un ou plusieurs personnages de pop culture. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as réussi à rester jusqu'au bout. Vraiment, je t'en remercie. Ça a été un très gros travail, je l'avoue, parce que entre étudier un système et le poser comme ça et l'expliquer, c'est quand même pas chose facile. Benny dit souvent que c'est pas plus compliqué d'apprendre le Yi-King que le tarot. Eh bien, je trouve que si, quand même. Euh, j'ai compris son fonctionnement, mais je trouve que c'est quand même plus facile d'appréhender le tarot que le Yi-King. Parce que comme je te le disais, moi, occidentale, c'est compliqué parfois de déconstruire certains enseignements que je me suis acharnée à apprendre grâce au tarot, mais aussi à la culture populaire, hein, puisque l'astrologie, même si c'est un enseignement qui peut être très poussé, tout le monde aujourd'hui, n'importe qui, euh, personne la plus rationnelle possible, connaît les signes astrologiques, ou connaît du moins son signe astrologique. Donc c'est compliqué d'aller un petit peu déconstruire ce qu'on connaît comme ça, parce que le Yi-King fait appel à des choses qu'on connaît moins, qui font moins partie de la culture populaire et de notre quotidien. Donc, si jamais tu as envie de te lancer dans cette étude, bienvenue dans l'aventure. Et puis bon courage. Allez, je t'embrasse bien fort et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.